Bonjour à tous. On lance le cycle des Wine Talks et on le lance avec panache, avec le meilleur sommelier du monde, Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde 2000, mais meilleur sommelier du monde tout court, et Pascaline Lepelletier, la nouvelle étoile de la sommellerie. Bah oui, 2018, meilleure sommelière de France, meilleur ouvrier de France sommellerie, et en même temps représentant aujourd'hui New York, car elle est associée et sommelière du restaurant Racine. On avait préparé avec Olivier cette conférence en se posant une question. Est-ce qu'il y a une manière différente de déguster les vins, une manière à la française versus à l'anglo-saxonne? Alors, la parole pour la France est à Olivier. Et quant à Pascaline, Pascaline va intervenir plutôt au nom de New York, sachant qu'ils sont tous les deux columnistes intervenant dans la revue du vin de France, et donc ils parlent le même langage. Olivier, à toi de jouer. Merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est une question effectivement très importante sur la façon ou la sensibilité de comprendre et déguster un vin. Moi, j'ai beaucoup de respect pour nos amis anglo-saxons et les techniques de dégustation. Il s'avère qu'effectivement, peut-être, j'aime parler de Michel Béthane, avec qui j'ai commencé à la Revue du Vin de France en 98, qui disait que je pense qu'effectivement, Michel dit, dans le monde entier, je pense que la France a raté un palier, ce qui a réussi la technique WSET, à s'installer et à initier les amateurs et les personnes confirmées sur une technique anglo-saxonne en termes de jugement et de critique. Et c'est vrai que je pense que la France, quelque part, il y a quelques années, peut-être 20, 25 ans, sur des pays émergents au niveau du vin, je pense que la France aurait pu imposer aussi, avec sa technique et sa façon de comprendre les vins. Je dirais que fondamentalement, je ne dis pas que la technique anglo-saxonne est dénuée de sensibilité. Je dis juste que la façon dont nous dégustons les vins, peut-être en France, on prend, ce n'est pas une simple dégustation organoleptique décomposée, analytique du vin. Je pense que les techniques françaises de dégustation tiennent compte aussi de l'élément terroir, tiennent compte aussi de l'élément identitaire du millésime, et qu'en fonction de ces éléments qui sont prépondérants aussi sur l'identité du vin et de sa personnalité, on intègre tout ça de façon plus importante. On est moins mémotechnique, peut-être qu'une technique WSET ou anglo-saxonne, qui juge le vin pour le vin, mais qui ne prend pas en considération forcément l'identité du millésime et de la manière dont le vin a été fait ou produit. C'est peut-être dans ce sens-là que je trouve que la démarche est différente. Alors après, je ne suis pas non plus, je ne suis pas en train de vous dire non plus que la technique française est aussi lointaine de la technique anglo-saxonne. Je pense que la façon... Alors après, je fais une différence entre la partie technique concours, comme je suis au comité technique des concours internationaux des sommeliers, et puis la dégustation qu'on peut avoir au quotidien, où la technique anglo-saxonne est plus basée sur un jugement, sur une technique organoleptique, enfin critique, dans un but commercial. J'ai tendance à dire, si vous voulez, que nous, à la française, peut-être, est-ce qu'on lui met un peu plus de cœur et d'émotion? Et la manière dont on passe à la dégustation est certainement différente. Par contre, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas non plus pour des dégustations qui partent dans tous les sens, où on sort la corbeille de fruits et autres. Je pense que le but, il n'est pas là. Le but est d'être précis, d'être convaincant et surtout d'intégrer tous les éléments extérieurs que je viens de vous donner tout à l'heure, qui sont la dégustation en tenant compte des éléments extérieurs et l'identité du millésime et de la personne qui le produit. C'est surtout ça que j'essaie de dire. Moi, la grosse différence pour moi, la dégustation à la française, quel que soit le vin qu'on déguste et le pays qu'on déguste, on essaye toujours d'interpréter et de rechercher une dimension terroir. Voilà. Dur de suivre. Alors moi, j'ai parlé peut-être du point de vue des masters sommeliers, parce que je suis aux États-Unis depuis 11 ans et j'ai le titre de master sommelier.
qui fait partie de ces diplômes anglo-saxons reconnus, donc vraiment celui pour la sommellerie. Mon parcours est assez intéressant parce que les concours m'ont forcé à travailler la dégustation. C'est aussi pour ça que j'ai fait les concours, pour continuer à progresser, pour apprendre à parler du vin et à comprendre le vin. Donc en commençant par les concours français, que j'ai fait pendant quelques années, où j'ai vraiment essayé de développer cette compréhension du vin à la française en type concours, mais aussi qu'il y avait une application pratique, parce que je suis sommelière en salle. Donc le concours a toujours été aussi un support pour moi de travail pour continuer à comprendre le vin. Donc les concours à la française, je dois bien vous dire, quand je suis arrivée aux États-Unis et que j'ai commencé à préparer le master sommelier, c'était le jour et la nuit en termes de comment on allait décrire le vin et comment on allait apprendre le vin. Je vais dire que aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. La façon dont on l'apprend avec le MS est effectivement une façon extrêmement analytique, extrêmement cadrée, extrêmement logique. Alors je pense que c'est intéressant, par exemple, j'ai fait de la philosophie avant, c'est intéressant de comparer la philosophie européenne et française à la philosophie anglo-saxonne, qui est une philosophie beaucoup plus de logique. On va vous apprendre des blocs et vous apprendre à décomposer sur un point de vue de chimie du vin. On va avoir des phases très précises à respecter. Si on veut passer les diplômes, on va devoir absolument décrire avec une grille de notation la vue, le nez, la bouche, et donner une conclusion. Et en fait, ce travail m'a énormément aidé parce que ça me manquait peut-être un peu par rapport à une dégustation un petit peu plus spontanée, sensorielle, intuitive, culturelle que j'avais apprise en France et qui parfois, pour moi, manquait peut-être un tout petit peu de précision technique et notamment de précision vraiment chimique et organoleptique qu'on n'apprend pas forcément en école de sommelier. Il faut vraiment aller dans le travail de réflexion onologique et travailler avec des vignerons pour vous apprendre vraiment certaines aromatiques. Vous sentez le côté fumé. Très bien, mais fumé, ça vient d'où? Est-ce que ce sont des réductions de vinification avec de composés soufrés qui viennent de ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des feux et c'est des smoke taints, donc c'est un fumé tout à fait différent? Est-ce qu'on parle d'un boisé avec un élevage très particulier qui va effectivement aromatiser le vin d'une certaine manière? On va dire c'est boisé ou c'est fumé. Et donc en fait, la dégustation avec l'EMS m'a vraiment forcé à aller chercher dans le descriptif très précis de cette dégustation, la chimie du vin, qui me manquait par rapport à ça. Mais comme dit Olivier, pour moi, c'est qu'une étape. La façon dont on le voit un petit peu avec l'EMS, il faut passer un examen, il faut scorer, il faut avoir les points, après vous avez le diplôme. Et on est aussi sur un nombre de vins, je ne parle pas encore une fois du MW mais du MS, on est sur un nombre de vins très limité. On a, entre guillemets, ce qu'on appelle 60 à 70 vins tastable, qui ont été reconnus comme des canons du vin, qui peuvent être appréciés par l'intégralité des étudiants qui veulent passer ce diplôme. Donc, je vais prendre l'exemple du Chenin. Si on a un Chenin, ce sera probablement soit un Savenière, soit un Vouvray. Il y aura un Janière, ce sera hors de question. Un Montlouis, il n'y en aura pas ou quoi que ce soit. Donc, on est sur des canons très particuliers de dégustation. Et au final, quand vous passez l'examen, c'est un petit peu aussi un jeu de reconnaissance de ce que ça n'est pas. Donc, c'est vrai qu'il y a une limite de cette dégustation qui oublie tout le côté culturel. Et le côté culturel, c'est vraiment là où, par la suite, on peut vraiment comprendre un vin. Donc c'est cette espèce de synthèse entre l'appréhension globale d'une bouteille qui vient effectivement d'un terroir, d'un homme et d'un millésime, dans un contexte socio-économique très particulier. Un vin de Sancerre des années 50 n'est pas un vin de Sancerre des années 90, n'est pas un vin de Sancerre d'aujourd'hui. Par exemple, on ne peut pas les caler dans la même façon. Il faut avoir une appréhension culturelle et historique des vins. Mais la dégustation anglo-saxonne m'a vraiment permis de cadrer avec incroyablement d'efficacité et de m'intéresser à la chimie du vin, qui n'est pas forcément ce qu'on nous apprend en école de sommellerie. C'est tout à fait logique ce que tu racontes, Pascaline, parce qu'effectivement, nous sommes tous les deux sommeliers. Hein, donc, officiers en salle, quelles que soient nos connaissances et quel que soit ce qui nous a permis d'arriver à nos compétitions, à nos concours, la situation d'un sommelier en salle, en aucun cas, vous pouvez le comprendre, doit être ostentatoire et surtout, c'est ni le lieu ni l'endroit d'expliquer une définition chimique d'un produit devant un client qui est là pour se faire plaisir. Donc, la chose étante, au-delà de la partie de notre métier propre de sommelier et de la manière dont on aborde le client et on lui explique de façon intéressante, je crois qu'on a tous les deux la sensibilité pour donner envie de boire et de manger. C'est le rôle de notre métier de sommelier. Mais à travers le thème d'aujourd'hui qui est abordé, c'est pas uniquement notre métier de sommelier, c'est l'expertise de la dégustation en tant que telle,
Et c'est intéressant de constater qu'effectivement, que ces données techniques sont enrichissantes. On peut se servir de la technique effectivement anglo-saxonne et on peut aussi amener notre technique française à côté. Les deux ne sont pas dissonantes. Je pense que les deux font partie effectivement. J'aurais tendance à dire, je dis toujours qu'un grand vigneron, c'est un vigneron qui a 50% de technicité et 50% d'instinct. Le respect de son terroir, le respect de l'environnement, la décision de date de vendange, des choses comme ça. On pourrait associer ces deux techniques de façon parallèle. C'est-à-dire amener un petit peu de cœur, un peu de passion et aussi un peu de compréhension qui sortent de l'aspect technique. Le vin, la dégustation organoleptique n'est pas une dégustation uniquement technique. Je suis tout à fait d'accord pour reconnaître, pour dire que tel ou tel élément vient de tel ou tel, soit d'un aspect date de vendange, soit d'un aspect fermentaire, soit d'un choix de bois, soit il y a tout un tas de choses qu'on intègre effectivement dans la dégustation. Mais ceci dit, vis-à-vis du vin et tel qu'on en parle et tel qu'on propose à la clientèle, on se doit d'être rationnel et surtout d'essayer au plus possible d'être juste tout en étant pas trop technique. Moi, je pense que, si vous voulez, la dégustation la française, elle a un avantage énorme, c'est qu'elle permet, quelque part, à travers nos choix, de prendre en considération, ce que je vous disais tout à l'heure, d'être un peu plus pointu sur une considération d'un millésime ou d'un effet climatique. Ce qui n'est pas le cas, si vous voulez, sur un jugement à l'anglo-saxonne, où le vin est jugé tel qu'il est, sans prendre considération, si vous voulez, par exemple, un millésime où il y a eu de la grêle, où il y a eu du gel, difficile, un millésime compliqué, on intègre, si vous voulez, l'identité du millésime dans la dégustation. Et quelque part, il est logique et légitime, quelque part, de saluer quelqu'un qui fait un joli vin sur un millésime compliqué et difficile. Ce qui n'est pas forcément facile sur une dégustation anglo-saxonne, où le vin sera sanctionné de façon rédhibitoire parce qu'il n'obtient pas les grands scores d'un grand millésime. Et je pense que notre capacité aussi dans la dégustation française, c'est d'interpréter justement la justesse d'un grand vigneron. Moi, je dis toujours qu'un grand vigneron, on le reconnaît aussi sur des petits millésimes comme pour les grands. Et je pense que de ce côté-là, la technique de dégustation à la française est avantageuse par rapport à la dégustation anglo-saxonne à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il existe des bons vins sur des millésimes d'évolution rapide. Il existe des grands vignerons sur des petits millésimes difficiles à obtenir. Et c'est ça aussi qu'il faut saluer. Je peux tout à fait, moi, mettre, étant responsable de la vallée du Rhône Nord et vers du Rhône Sud à l'RVF, une très belle note, sans tenir compte de l'effet millésime. Je tiens compte du travail du vigneron et le résultat final de ce que le vin a donné. Tout en ayant connaissance de cause que le vin n'est pas forcément un grand vin de vieillissement. Et c'est surtout ça qui est important. Chaque millésime a cette capacité à nous donner des vins de plaisir et des vins d'émotion, que ce soit un vin d'évolution rapide ou des vins de garde. Et je trouve que la technique anglo-saxonne valorise beaucoup de grands vins de garde et peu de vins d'évolution rapide. Alors, j'ai pas forcément envie d'aller sur la critique en soi, parce que je pense qu'il y a des évolutions qui sont un petit peu aux États-Unis et peut-être des critiques qui sont moins connues ou moins médiatisées que vous ne connaissez pas forcément. Je pense à des gens comme John Gilman, par exemple, qui est un critique qui fait vraiment un travail de fond avec des articles assez super, ça s'appelle View from the Cellar, et bon, on connaît. J'aimerais insister peut-être sur deux choses et revenir un tout petit peu sur la différence fondamentale qui m'est apparue assez rapidement, et je pense que ça va rejoindre ce que tu dis. Quantitatif contre qualitatif, et une différence au niveau du vocabulaire. Quantitatif contre qualitatif, je pense que c'est assez facile à voir. Le système de points, le système d'efficacité, le système de jugement sont vraiment pris en compte de la qualité d'une note, mais juste d'une manière assez sèche. On va vous donner un point. Lorsque vous avez même la description qui va avec, il y a assez peu de prise en considération, comme tu dis, du contexte du vin. Ça va être vraiment quelque chose en tenté. On va avoir une description un petit peu stérile. Et même lorsque vous goûtez à OMS, c'est plus or minus. Plus acidity, minus alcohol, plus tannin and all that. Donc il y a vraiment cette idée de quantité, pour une espèce de pensée que la quantité va permettre l'objectivité. Ce qui est une chose très critique. C'est un sous-entendu qui pour moi n'est absolument pas valide. Hein. Mais il y a cette idée, si c'est un nombre, c'est plus objectif que si c'est un mot. Et le vocabulaire aussi employé. En France, on a quand même une richesse de vocabulaire de description du vin qui est assez fascinante et assez magnifique. On a tendance, c'est vrai, parfois à avoir des excès en termes de vocabulaire, à employer des mots, des métaphores, des images, qui parfois semblent même assez loin du vin. Et cela donne parfois cette idée de la prose facile qui enrobe.
pouvant peut-être marquer de précision, parce que tout le monde n'a pas les capacités descriptives d'Olivier, que je considère vraiment comme quelqu'un d'absolument incroyable. Si vous lisez ses chroniques au niveau des accords mésévins, la précision, le choix du mot est fantastique, mais peu de personnes, et je le dis sincèrement, j'ai fait même des études littéraires et des études de philo, donc il y a quand même un petit manque conceptuel en termes de précision, parfois en français. On se laisse un petit peu emporter. Par contre, cela apporte effectivement des nuances d'expression d'un vin, et surtout aujourd'hui pour beaucoup de vins qui sont très compliqués à décrire, se permettre d'utiliser un vocabulaire beaucoup plus imagé, avec des perspectives culturelles, est aussi extrêmement intéressant. Et il y a vraiment cette différence entre ces deux façons. Quand vous avez le système même d'éducation à l'américaine, on est souvent sur des questions fermées avec des questionnaires à choix multiples. On va vous donner une réponse, alors qu'en France, on est sur des questions ouvertes où on apprend l'art de la dissertation. Donc il y a des choses qui sont engrainées dans la culture entre les deux pays qui mènent aujourd'hui à ces différenciations sur les manières d'apprécier le vivant et à goûter un vin. Et je vais me permettre de vous donner un exemple par rapport à ça, où ça rejoint un petit peu ça, et ça va aller dans la durée du vin. En anglais, c'est vrai, on a tendance à juger un vin à un moment T, un instant T, et même lorsqu'on passe l'examen, on ne va jamais nous demander un accord mésévin, on ne va jamais nous demander un potentiel de garde, on va même pas nous demander comment on va servir le vin. Il faut qu'on trouve le vin. Voilà. Peut-être, on va probablement on doit trouver le millésime, donc on va probablement penser, tiens, si c'est un Vallée du Rhône et c'est frais, c'est peut-être un millésime frais. Mais il n'y aura pas cette perspective de se dire, ce vin-là, comment va-t-il être bu, quand doit-il être bu, avec quoi doit-il être bu, ce qui fait intégralement partie de la dégustation à la française. Et on le retrouve au niveau de la bouche. Et ça a été le plus difficile pour moi lorsque j'ai préparé les deux. Quand vous appréhendez la bouche du vin, avec le MS, vous devez parler des arômes et parler de la structure, et vous les différenciez. Et vous commencez, votre vin, il est medium plus acide, acidité haute, tanin bas, sucrosité medium plus, on est sur un... Et après, vous enchaînez avec toute la liste des arômes qu'on différencie entre les fruits et les non-fruits. D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Donc, vous balancez le truc et vous y allez. En français, on apprend à goûter avec attaque, milieu de bouche et fin de bouche, qui permet d'avoir une description structurelle du vin sur laquelle, par la suite, on va éventuellement greffer effectivement des composantes aromatiques. Et ça m'a toujours surprise qu'on n'intègre pas la temporalité de la bouche dans la dégustation à l'anglo-saxonne. Et je trouve ça... bien sûr, à la fin, on va vous dire, on doit quantifier la longueur de bouche. Donc, on va vous dire, the wine is balanced, length is medium plus, the wine is complex. Boum. Ok, mais il n'y a rien du tout par rapport à attaque franche et massive, milieu de bouche un petit peu creux, retour sur des tanins un petit peu secs d'élevage qui s'effileront, enfin, qui se travailleront avec le temps. Ça, c'est pas du tout pris en compte. Et quand on y pense, c'est exactement la façon dont on juge le vin, puisque la France tend à intégrer cette idée de temporalité, de temps du vin, avant, pendant et après. Et en tant qu'acheteur, on est tous confrontés à ça. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes ici dans un salon, il y a des vins qu'on achètera pour demain, et on sait très bien qu'il y a des vins de vignerons qu'on achètera pour l'année prochaine, dans 2 ans. Donc ça m'a toujours interpellé, cette différence de relation avec la temporalité des vins. Temporalité et aussi notion d'association mets et vins qui fait partie intégrante de notre culture française et européenne. Mais c'est vrai que le choix d'un vin, on a la chance effectivement dans nos civilisations en Europe de imaginer le vin en situation à table. Je rappelle ça parce qu'il y a d'autres continents où le vin est bu en before ou en after et qui n'est pas forcément bu en consommation à table. Quand vous voyez la consommation de bière par habitant par an en Chine, même si le vin fait des progrès, la bière reste dominante. En Australie, la bière reste dominante aussi en termes de consommation. Donc forcément, quand vous intégrez la notion vin et la notion buvabilité du vin et la notion d'intégration du vin dans une situation de repas, la notion est différente. Il y a des tas de vins, et vous avez certainement fait l'expérience, qui ont des gros scores de notes et qui sont indigestes à table et immariables en situation. Donc ça fait partie effectivement de notre culture française et européenne d'imaginer le vin en situation à table. Et c'est quelque chose de très important parce que il y a des vins de concours, mais il y a des vins qu'on boit à table. Et la distibilité du vin et sa notion, je dirais, d'intégration sur des mets et des vins fait partie de notre culture européenne et française. Et qui n'y a peut-être pas de l'autre côté de l'Atlantique, si vous voulez. Hein. Olivier, j'avais une petite question là. Oui. On a longtemps opposé les vins français des vins du Nouveau Monde. Et puis, on s'est aperçu que le Nouveau Monde pouvait découvrir le terroir et que la France pouvait découvrir des modes d'expression un peu différents. Donc, en fait, les vins, et là, je parle devant des experts, les vins se sont rapprochés de part et d'autre, en tout cas de l'Atlantique. Est-ce qu'on ne va pas
arriver un jour à ce que ces anglo-saxons techniques intègrent tout ce que vous notez comme étant de la dégustation à la française? J'aimerais, sur cette question, dissocier. On n'a pas le monopole de faire des grands vins dans le monde. Hein. J'ai jamais été de dire ça et je le dirai jamais. Aux quatre coins de l'univers, il y a des gens qui peuvent faire des grands vins de situation, des grands vins terroirs. Regardez le jugement de Paris qui date maintenant, mais il y a aussi la révélation de ces grands vins californiens, des grands vins du monde entier. J'ai encore goûté samedi soir Bin 707-90 et que je me suis trompé à l'aveugle. Et c'était une grande cuvée de Cabernet Sauvignon qui était magnifique et qui avait de l'âge et qui ressemblait à un grand vin de la rive gauche de chez nous. Donc soyons modestes, soyons indulgents. On n'a pas le monopole de faire des grands vins. Et ça, il faut le savoir parce que que la France soit un grand pays viticole, bien sûr. Mais on a aux quatre coins du monde, il y a des gens qui veulent nous montrent au quotidien et aussi à l'évolution qu'il existe des grands vins. J'ai eu des émotions avec des grands millésimes, des Rich Montebello 91, Paul Draper, qui est un grand vin de Santa Cruz, qui fait des vins exceptionnels. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai cette justesse par rapport à ça. Je dis que le monopole des grands vins n'est pas forcément uniquement que sur la vieille Europe. Je crois qu'on ferait mieux de parler justement de ce que la vieille Europe, et Dieu sait que nos politiques n'en parlent pas assez, mais ce qui fait que l'Europe est intéressante pour nous, si on peut se démarquer par rapport effectivement aux autres continents, c'est notre diversité variétale. Et la diversité variétale est la diversité du goût, c'est l'anti-stéréotypation du goût grâce à la multitude de cépages divers et variés qui existent aux quatre coins de l'Europe. Il faut cultiver ça. Mais ceci dit, ce que j'essaye de dire, c'est que on a des grandes émotions un peu partout. Donc moi, je suis consultant pour une société d'importation de vins étrangers en France, donc je suis au cœur du sujet et j'ai des émotions gustatives qui sont aussi importantes que des grands vins français. Donc restons vigilants. On a aussi nous aussi nos problématiques de s'adapter à des marchés et à banaliser aussi certains vins et certaines appellations de chez nous. Je crois que on a la chance effectivement d'avoir une multitude de cépages, d'avoir des climats divers et variés. On a la chance de pouvoir faire des grands vins. Encore faut-il pas le galvauder. Faut rester parce que soyons vigilants. Et moi je trouve intéressant qu'on puisse constater que les pays comme l'Afrique du Sud, l'Australie, le Chili, l'Argentine, les États-Unis puissent nous donner aussi des grandes émotions. Et le but aujourd'hui, ce qui se passe, moi je le vois maintenant, par exemple sur Chili-Argentine. Ce sont des pays qui ont été largement condamnés par rapport à l'épaisseur des vins, la texture. Ils sont rentrés effectivement dans l'extraction, dans les surboisés, mais Bordeaux l'a vécu aussi. Soyons critiques. Ce qui se passe aujourd'hui à Bordeaux, le renouveau de Bordeaux, refaire des vins de plus en plus digestes et faciles à boire, c'est une chose qui arrive. Et au même titre que les Chiliens et les Argentins qui remettent au goût du jour des cépages tels que le País, des vins et des volontés de vouloir faire des vins de plus en plus digestes et faciles. Je crois que ces pays-là aussi en ont marre d'être critiqués, d'être jugés de façon qui n'est pas légitime par rapport à des profils de vin qui existent et qui sont dominants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des pays qui ont un vrai faire-valoir. Moi, je l'ai vu lors de mon dernier passage en Argentine en 2016. Une vraie volonté de chercher la fraîcheur. La quête de la fraîcheur et de la buvabilité existe dans tous les pays. Et tant mieux. Pascaline, tu veux dire un mot ? Écoutez, moi, je peux qu'acquiescer. À la carte du restaurant, j'ai 2820. Je crois qu'on travaille aujourd'hui avec 25 pays. J'ai la chance de beaucoup voyager. Quand vous êtes à l'étranger, nous, on vient comme New York, nous, on a accès à tous les vins du monde. Tous les vins viennent à nous. Mais c'est vrai qu'Olivier a dit quelque chose de très, très important. La France et l'Europe, mais la France a une biodiversité absolument incroyable, sachant qu'aujourd'hui, 80% des vins sont faits avec les 30 mêmes cépages. Essayer de faire un beau chardonnay, c'est très compliqué, alors qu'il y a vraiment une diversité variétale absolument incroyable. La chose avec tous les pays dont on parle, qui sont peut-être malencontreusement appelés pays du Nouveau Monde, parce que dès que vous commencez à lire un petit peu l'histoire mondiale du vin, on parle quand même de pays avec des vignobles qui sont là-bas depuis 400-500 ans, donc on peut ne pas ne plus appeler Nouveau Monde. C'est juste qu'il y a une facilité en termes d'évolution beaucoup plus rapide que dans un pays comme la France. Alors là, on parle des traditions et des changements, des législations, des AOC, des AOP et tout ça. C'est vrai que nous sommes dans des pays qui peuvent essayer, qui peuvent replanter des cépages, qui peuvent explorer, qui ont beaucoup moins de contraintes. Ils en ont abusé, mais aujourd'hui, ils ont vraiment trouvé cette façon
il s'adapte très vite au marché, mais de manière aussi très intelligente. Et je pense que toi et moi, on voit quand même énormément de jeunes vignerons du monde entier qui viennent en France, qui échangent. Et de la même façon, beaucoup de jeunes vignerons français qui vont à l'étranger, qui apprennent, qui regardent, qui écoutent et qui s'enrichissent. Et qui font qu'aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué de faire une caricature des différences entre les deux, parce que ça n'existe pas. J'étais pareil, je reviens, moi j'étais en Argentine aussi, je suis allée voir des vignes de 150 ans, c'était en pergola, c'était planté par des Espagnols, c'est les vieux systèmes d'irrigation Inca, c'est un jeune qui a fait des vinifications avec Anvignaté en Espagne, qui est un super groupe de vignerons espagnols qui remet à jour des terroirs incroyables, et ce jeune vigneron argentin fait un vin, mais c'est magique, je vous mets ça à l'aveugle, vous êtes dans le sud avec des Cinsault, des œillades, c'est absolument incroyable. Et à des prix défiant toute concurrence. Donc il y a aujourd'hui quelque chose d'assez fantastique. Et je pense qu'on va plutôt distinguer des vins d'artisans, de terroirs, avec vraiment une vraie volonté de respecter les climats et les biodiversités, et des vins beaucoup plus techniques, à l'œnologie assez marquée, pour d'autres marchés. Et ça, pour moi, c'est international. C'est pas la France contre le monde. Je pense qu'il faut être logique dans ses critiques et pas banaliser un pays dans son entité. C'est pas parce que la masse de vin produit dans un pays est régi de telle façon que l'ensemble de pays n'a pas la capacité. Et c'est ça qui est beau. Et Pascaline le dit fort justement. Je pense que soyez très attentifs sur la critique de certains vignobles. Il y a toujours quelqu'un qui, dans un coin perdu, arrive à montrer le contraire de ce que vous pouvez penser. Et ça, c'est formidable au quotidien. Et l'évolution de tous ces vignobles-là est extraordinaire. Et j'aimerais rajouter une chose aussi pour terminer, Alexandre, si je puis me permettre, c'est que on a un système législatif depuis 1936 qu'il est comme il est, mais que le décret de l'INAO, nous ne sommes pas les précurseurs, l'Espagne des 31 et les Portugais des 20, bien plus tôt. Ce que je voulais dire, c'est ce système peut être intéressant à protéger la diversité variétale en France. Au-delà de ça, ce que j'essaye de dire surtout, c'est que aujourd'hui, on a tendance à rationaliser parce qu'on a trouvé que nos systèmes étaient un peu complexes. Alors que des pays qui nous entourent et des pays qui nous prennent comme modèle, au contraire, eux, complexifient leur système d'appellation. Ça, il faut être attentif. Hein, gardons notre spécificité d'avoir effectivement ces notions de micro-terroir et de terroir, et pas banaliser tout ça, alors que des pays qui nous entourent, et même des pays du Nouveau Monde, légifèrent de manière plus draconienne et vont au plus près, effectivement, d'une définition terroir et quittent, je dirais, des appellations de masse et repartent sur des appellations de plus en plus ciblées. Donc ça veut dire que notre modèle n'est pas si bête que ça. Hein, voilà. Merci beaucoup. Petite synthèse, mais vous l'avez bien compris. Il y a donc deux grilles d'analyse. Une grille d'analyse à la française, qui va être une grille terroir, une grille à table, et une grille d'analyse dite technique et objective à l'anglo-saxonne. Vous allez pouvoir poser des questions, bien évidemment. Mais vous savez, un peu comme dans les débats politiques, j'ai bien envie de demander à chacun des intervenants de répondre simplement à une question simple. Est-ce que ces deux grilles d'analyse sont en train de converger? Est-ce que, par exemple, dans les concours type meilleur sommelier du monde, on va demander de plus en plus de technique et d'objectivité? Et est-ce que les sommeliers et les dégustateurs anglo-saxons type Master of Wine, intègre de plus en plus notre approche à la française? Par exemple, Pascaline, quel est ton sentiment là-dessus? Je ne suis pas au comité technique du meilleur sommelier du monde. Bon, mais évidemment, on s'enrichit tous. Hein. Je crois qu'après, si vous continuez, il y a des limites dans les deux. Donc, je crois que l'intéressant, c'est de faire la synthèse. Effectivement, il y a une synthèse à faire qui permettra de progresser. Après, les concours, c'est une chose. Si vous apprenez, si vous intégrez ces grilles de dégustation juste pour gagner un concours, je pense qu'il n'y a absolument aucun intérêt. Voilà. Après, repenser l'éducation, retravailler avec les écoles, réapprendre à former les dégustateurs, travailler avec plus de partenariats entre les écoles américaines, les écoles européennes. Oui, c'est ça la vraie question. C'est plus des échanges internationaux auprès des jeunes sommeliers pour leur apprendre à vraiment goûter les vins, sachant qu'on est sur une diversité absolument incroyable en style de vinification, hein, du très conventionnel au très nature, et avec des expressions de vin qu'on n'aura jamais goûté. Récemment, j'ai fait rentrer au restaurant, je me permets juste de dire ça, un vin de Géorgie. Moi, je suis très fan des vins de Géorgie, faits avec des vignes sauvages forestières plantées depuis 400 ans, des cépages que je ne connaissais pas, vinifiés 5 mois en amphore. Vous mettez ce vin à l'aveugle, le vin, sur un ressenti émotionnel, le vin était très très bon. Puis-je le comprendre? Mais il me faut à la fois la dégustation
il nous faut les deux types de dégustation. On va de plus en plus vers des vins qui nous demandent d'être curieux et d'apprendre des façons de goûter qui sont beaucoup plus diverses que notre culture initiale. Et juste pour finir, j'ai beaucoup appris et j'apprends énormément à goûter le vin en ne goûtant pas le vin. En goûtant les thés, en goûtant les cafés, en goûtant les eaux, en goûtant les spiritueux. C'est vraiment, en goûtant les kombucha, j'ai énormément appris aujourd'hui en continuant d'avoir une curiosité internationale et en utilisant beaucoup d'autres savoirs culturels de dégustation d'une boisson. Oui, moi personnellement, je pense que les deux techniques sont totalement compatibles. Sans parler des concours, la raison Pascaline, je pense qu'on n'est pas là pour parler des concours de sommelier, qui est une épreuve, qui sont des épreuves fabuleuses, mais qui effectivement sont rien dans la vie et la carrière de quelqu'un qui déguste du vin et qui goûte le vin au quotidien. Je veux dire, ce qui est important, c'est de prendre les aspects positifs de la technicité et d'arrondir les angles avec effectivement, je pense que les deux sont compatibles, Alexandre. Il n'y a pas de dissociation à avoir. Je crois que le plus important, c'est avoir une belle analytique, mais aussi parler avec ses tripes, avec son cœur, avec sa passion. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Le vin est un produit vivant qui est exceptionnel et qui fait appel effectivement à la sensibilité de chacun. Ça, c'est une chose. Après, sans opposer les techniques, parce que je pense que les deux, le futur, je pense, et à travers les concours, c'est d'avoir un peu les deux, si tu veux, Alexandre. C'est d'avoir quelqu'un qui, effectivement, maîtrise la dégustation d'un point de vue technique et qui aussi sait donner envie de boire et de manger à la fois. Et puis avoir cette relation aussi avec bien plus profonde qu'une simple dégustation organoleptique. C'est d'intégrer un sentiment émotionnel, sans pour autant paraphraser, sans pour autant donner des données qui sont pas intégrées au vin, mais sentir le vin. Sentir le vin, je pense que de ce côté-là, les techniques françaises a montré ses qualités. Les techniques anglo-saxonnes apportent aussi d'autres qualités. Et je pense que le futur, il est basé justement sur cet univers-là. Mais je te remercie d'avoir fait cette dégustation et cette thématique aujourd'hui, parce que c'est un sujet très important pour demain. Je me permets juste de dire une chose. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps sur un Master of Wine sud-africain qui disait que expliquer aux Chinois les accords mévins serait terrible pour les Chinois. J'étais furieux. J'étais furieux parce que l'accord mets-et-vin fait partie intégrante. La Chine est un pays qui s'ouvre au monde du vin. Et effectivement, leur faire comprendre l'association mets-et-vin peut modifier effectivement leurs achats, parce que la Chine possède des cuisines diverses et variées. Je trouve incroyable qu'on puisse dire qu'il ne faut pas leur apprendre la notion d'accord mets-et-vin aux Chinois, parce que ça pourrait modifier le paysage d'achat des riches chinois qui achètent beaucoup de vins, beaucoup d'étiquettes et beaucoup de noms. Non, je pense qu'il faut avoir une vérité avec ces gens-là. Il faut leur dire aussi que la diversité des cuisines qui existent dans ce pays peut amener aussi à apprécier des vins pas forcément des vins iconiques, pas forcément des vins les plus chers, mais des vins qui participent à une notion d'association mets-et-vins. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci beaucoup. Questions? Attention, on a peu de temps pour les questions, on a à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Donc, questions courtes et percutantes à nos intervenants. Bonjour à vous. J'ai une petite question pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. Comment amener la dégustation technique peut-être dans nos écoles françaises dans un premier temps? Parce que j'imagine que cette dégustation technique nous apporte ce premier savoir, cette première côté tactile, sensoriel, qui peut après nous amener sur la dégustation à la française, plus sensorielle, plus sur l'analyse du vigneron et d'adapter les millésimes au climat, au terroir. Ouais, je pense qu'à travers, même si effectivement il y a une grande différence entre la technique anglo-saxonne et française à la base, l'éducation dans les jeunes cours de jeunes sommeliers, effectivement, on intègre, il y a une dégustation qui est normée à travers des fondamentaux de la dégustation du vin, et que ce soit les mentions complémentaires et tous les professeurs qui officient dans les différentes mentions complémentaires en France. Après, tout dépend de leur niveau aussi, on est bien d'accord. Mais cependant,
je dirais, le résultat un peu de cette dégustation. Aujourd'hui, moi je l'ai vu à travers quelques mentions complémentaires, il m'arrive d'être parrain dans des écoles, je pense que l'intégration des techniques anglo-saxonnes est arrivée. Je veux dire, on arrive effectivement à une espèce de melting pot entre la dégustation française et niveau WSET. C'est évident aujourd'hui. Hein. On peut pas faire différemment dans la mesure où le monde, enfin l'international aujourd'hui, la technique qui est la plus prisée aujourd'hui en termes d'analyse, c'est quand même des techniques anglo-saxonnes. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'on doit garder notre spécificité propre et puis essayer autant que possible de composer des phrases, de faire des choses. N'oubliez pas surtout que notre métier de sommelier, on est censé être en situation à table. On n'est pas en face d'une feuille et on n'est pas dans un concours, du concours mondial des vins à Bruxelles ou à Bordeaux ou ce que vous voulez. C'est la manière et la capacité d'interpréter la dégustation et surtout ne pas oublier qu'on est en face d'un client et que forcément on doit lui parler et on doit composer des phrases et on doit faire des phrases tout en étant précis et juste en termes de dégustation. Oui, bonjour, moi j'ai une question. Cet aspect technique de la dégustation qu'auraient les anglo-saxons, on la trouve aussi dans la production en France, puisque ces aspects quantitatifs sur l'acidité, et d'ailleurs y compris sur la manière dont les différentes sensations se déroulent en bouche, entre l'attaque, le milieu de bouche, la finale, ce sont des choses, des éléments avec lesquels les producteurs travaillent au quotidien. Et est-ce que cette absence, cet éloignement le fait que cet aspect-là de la dégustation soit mal connu de la sommellerie française, on va dire, historique, est-ce que ça ne viendrait pas justement d'un petit éloignement qui mériterait d'être comblé entre la partie sommellerie en France et la partie production de vin? Oui, je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Je n'ai pas l'impression, si vous voulez, que la sommellerie française était noyée de tout ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de producteurs, et je vous retourne la chose, qui font des vins pour des convictions internationales. Je veux dire, il y a dans l'univers du vin, il y a des vins, ça n'empêche pas que la France produit des vins des différents échelons. On peut avoir des vins de technologie, des vins typiquement bien faits, qui correspondent à un certain critère de vin, et puis d'autres d'identité terroir. Moi, je pense que au niveau de la sommellerie, si je peux me permettre d'évoquer cette situation, je crois que la sommellerie française, bon, je suis bien placé pour le savoir, Philippe était là ce matin, Forbrac, qui est notre président, qui était ici présent, je pense qu'elle s'est bien remise en question là-dessus, de ce côté-là, dans la mesure où, effectivement, déjà, dans les concours internationaux, nous sommes obligés de parler une langue étrangère, et pas notre langue propre, et que, bien sûr, à travers les dégustations, nous sommes obligés de nous normer dans des dégustations qui sont des dégustations internationales. Donc, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a un décalage, qu'on revendique et que chaque sommelier français puisse avoir effectivement, continue à parler avec une technique mélangée entre français et francophone me paraît légitime. J'ai envie de vous dire, je comprends hein, votre question, hein, mais cependant, sans être je dirais, arrogant là-dessus, je veux pas dire, mais je crois sincèrement que notre technique de dégustation la française a une vraie légitimité d'exister. Hein. Et elle est, alors quand on parle à la française, je pense aussi au Benelux, je pense aux luxembourgeois, aux Suisses, je pense à la Belgique, je crois, et même aux Canadiens. Je pense que si vous voulez, dans ce sens-là, on a une sensibilité qui nous est propre et qui est importante, et que aussi les vignerons doivent entendre. Hein. Je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je veux bien vous avouer que je suis dans une phase où justement je vais plus vers une dégustation chimique, où je passe beaucoup plus de temps en ce moment à travailler avec des œnologues pour comprendre, parce que je suis dans une phase où effectivement j'ai envie d'être de plus en plus précise. Une fois encore, pour moi comprendre le vin, pour faire mon travail de sommelier où je vais avoir le vocabulaire simple en salle et tout. Mais c'est vrai que le travail aux États-Unis, et surtout parce que beaucoup de vignerons sont directement des œnologues aussi, hein, on a beaucoup de winemakers et tout ça, j'ai énormément appris avec eux sur des arômes ou des structures de vin par cette dégustation très normée. Alors j'ai passé du temps à UC Davis, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à l'université de Bordeaux. Alors je suis
Je suis aux US, donc c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai vu comment les œnologues goûtaient. Et c'est vrai que ça se rapproche de la dégustation analytique. Voilà, c'est là. Mais nous, pour le MS, par exemple, on l'enseigne pas. Le MS, c'est pas une école de formation. Et j'ai pas le WSET, donc il faut avoir la curiosité aussi d'aller chercher. Et je crois qu'à un moment donné, en tant que professionnel, que ce soit vignerons qui doivent aussi apprendre à goûter hors de la normativité organoleptique, technique, œnologique du vin, qui entraîne aussi des déviances. Il faut aussi avoir une dégustation beaucoup plus, à mon avis, sensorielle, intuitive, de sommellerie. Et vice-versa, on doit faire le pas vers la technicité. Et on a quand même beaucoup aujourd'hui de ressources à notre disposition. Et oui, moi, j'ai fait ce travail en étant aux États-Unis parce que ça m'intéressait. Effectivement, ça m'a énormément appris. Mais ce n'est qu'une étape. Si on goûte que comme ça, c'est aussi stérilisant que si on goûte que dans l'autre sens. Mais être plus technique, c'est pas un mal non plus. Il faut juste comprendre, il faut comprendre et l'intégrer. Mais vous avez raison, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant d'aller aux États-Unis. Voilà. Mais pour revenir à ça, je pense que j'ai dit tout à l'heure que la définition d'un grand vigneron pour moi, c'est 50% d'instinct, qui est l'esprit d'observation de son terroir et de son sol, et dans ses prises de position, et puis 50% technicité. Et je le pense vraiment. C'est pour ça que je vous dis, des vins 100% techniques m'ennuient au possible, et dans l'effet inverse aussi. Des vins non maîtrisés m'ennuient au possible. Je crois que, et dans la dégustation, je pense que c'est un peu pareil, si vous voulez. On se doit à la fois de maîtriser la dégustation d'un point de vue technique, mais de la manière de l'exprimer, il ne faut pas être rébarbatif. Oui, bonjour. J'ai vécu 10 ans aux États-Unis où j'ai passé mon wine set. Et maintenant, à Paris, je donne beaucoup de cours d'œnologie au grand public. Donc, j'ai intégré ces techniques du wine set. Mais comme vous disiez, c'est extrêmement rébarbatif. Et c'est pas quelque chose qui... c'est pas la manière dont je veux faire passer le goût du vin, en fait. Donc, si on va parler d'acidité, moi, je préfère intégrer ça dans une notion d'équilibre. Donc acidité, d'accord, mais équilibrée par le fruit, par l'alcool, etc. Et puis surtout faire voyager les gens par les arômes, la reconnaissance des arômes, c'est important, ce qui se passe en bouche. Je préfère, en fait, je leur fais beaucoup déguster en pleine conscience. Et ça, c'est quelque chose qui s'adapte à tout le monde et qui attire. Mais au départ, c'était vraiment très sec, ces techniques de dégustation du wine set. Et je voyais que les gens, d'accord, ils apprennent des techniques, mais en fait, ils retiennent pas grand-chose de ça, parce qu'il n'y a pas le côté émotionnel. Une fois encore, c'est qu'un outil technique. La grille d'analyse, la WSET, la MW, tout ça, c'est que des grilles techniques. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Ça doit être quelque chose d'une étape, comme vous le dites, qui vous permet de s'ouvrir sur beaucoup plus de choses. Dans les phases d'apprentissage, c'est quand même, effectivement, moi je le vois, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir parce qu'ils veulent passer le diplôme. Ils comprennent pas le vin. Par contre, c'est bon, ils ont les scores du vin, ils peuvent avoir au moins la moyenne et passer le truc. Donc il n'y a pas cette volonté de compréhension. Il y a une volonté analytique sans la compréhension. Et si on prend de compréhension, c'est du latin, c'est comprendere, c'est prendre avec soi. Et c'est ce que vous dites, c'est comment retenir un savoir, le prendre avec vous, le faire vôtre et l'utiliser par la suite. Et c'est sur des méthodes de plaquage de plus de moins, c'est vrai que c'est relativement limitant en tenté. Donc après, utiliser les évocations, utiliser d'autres apports qui vont vous faire mémoriser et comprendre. Parce qu'au final, je pense que toi et moi, on est vraiment dans la volonté de compréhension. Chaque vin est une nouvelle chose à comprendre. Chaque vin est différent. Pourquoi ça vient de là? Comment? Comment puis-je l'utiliser? Comment puis-je en parler avec le vigneron, avec l'acheteur? Donc ce comprendere, on l'oublie pour quelque chose de 1 + 1 + 1 et d'une espèce de création d'une base de données qui au final sera absolument stérilisante. Mais il y a un énorme travail de réapprentissage du goût, si je peux me permettre. Parce que là, on parle pas de quelque chose de fondamental, mais on parle de plaquer des choses. Vous parliez d'acidité, par exemple. On ne sait pas goûter. Voilà, je vais permettre de le dire simplement, on ne sait pas goûter. On a un palais qui est formaté, on goûte très peu de choses au quotidien, on a peu accès à des produits. Au final, on se rend compte qu'on a une base de données très très limitée, qu'on n'est pas en plus enclin à développer parce qu'on n'est pas dans une société qui nous permette de développer ça. Et le travail que nous faisons aujourd'hui, toi et moi, à mon avis, c'est un travail de désapprentissage pour un réapprentissage du goût. Et on va utiliser différents types de techniques pour réapprendre le goût. Mais on a un énorme travail à faire, parce qu'on est quand même sur
peu d'aromatiques, peu de bases très monotones, même on parle des acidités. Acidité, éventuellement, acidité elle est plus, mais c'est du citrique, c'est du tartrique, c'est du gluconique, ça goûte pas pareil, comment ça se compose, comment ça se combine. C'est des mots chimiques, c'est des mots techniques, mais il y a un ressenti différent, ça ne évolue pas de la même manière dans le temps. C'est des choses qui... Et ça on s'en rend pas compte, mais on est vraiment des handicapés du goût aujourd'hui, quoi. Oui. Tout à fait, tu as totalement raison. Et puis même, à travers le goût et à travers les phases aromatiques, je trouve déplorable aujourd'hui que les vins qui sont des fois les mieux notés sont les vins issus de cépages aromatiques. Comme si des cépages non aromatiques, mais qui gagnent en complexité avec le temps, avaient déjà 2 points de moins parce qu'ils n'étaient pas issus de cépages aromatiques. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont incompréhensibles dans le monde de la dégustation aujourd'hui. La compréhension des amers. Il y a des beaux amers. Il y a des amers qui sont dus à des amers minéraux, puis des amers qui sont végétaux, dus à une vendange pas mûre. La différence entre les deux est fondamentale. Il faut apprendre à goûter tout ça. Je veux dire, dans un monde aujourd'hui, on goûte de plus en plus sucré, de plus en plus... il faut avoir une compréhension de la dégustation avec qu'est-ce qu'une belle acidité support de fraîcheur, qu'est-ce que c'est un beau tanin tactile qui est légèrement relief mais qui amène de la plénitude de bouche, qu'est-ce que sont les grands amers qui supplantent le manque d'acidité de certains vins méridionaux. Tout ça, c'est important. Et il y a une conviction là-dessus. Et je rejoins Pascaline. La technique WCT, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que vous en faites après? C'est la manière de l'interpréter. Comme la technique française, qu'est-ce que vous en faites? Je veux dire, ce sont des techniques qui nous permettent d'apprendre le vin et de comprendre le vin, donc ça va dans le bon sens. Mais ensuite, derrière, c'est à vous de faire votre propre expérience et de continuer à déguster. J'ai tendance à dire que, à travers notre démarche, le mieux pour comprendre la dégustation, c'est vraiment au quotidien de pouvoir déguster, goûter, interpréter, comprendre, essayer de comprendre et de savoir. Ça, c'est quelque chose qui est plus fort qu'une école de dégustation. Avoir les bases et les fondamentaux, mais après, qu'est-ce que vous en faites? Si vous avez la technique, mais que derrière, vous n'avez pas l'émotion, vous n'avez pas la compréhension du vin, ça ne sert absolument à rien. Moi, je l'ai vu dans des compétitions de sommeliers. J'ai vu des gars qui étaient avec des profils où ils trouvaient le vin à la fin. Est-ce que le type m'avait donné de l'émotion à la dégustation? Est-ce que j'avais envie d'être servi par lui à table? Est-ce que j'ai envie de partager la table avec lui? Pas forcément. Ça, c'est l'Olivier Poussier que j'aime. J'aime quand tu te lâches, j'aime quand tu fais vivre ta passion. Mais oui, le vin, c'est de la passion, le vin, c'est de l'apprentissage, le vin, c'est du respect. Et merci à tous les deux. Merci à Pascaline d'avoir traversé l'Atlantique pour nous parler de ses émotions. Merci Olivier d'être là et de faire vibrer cette première masterclass. Merci à tous les deux.